Bien, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette conférence qui vient clore l'édition 2018 du Salon des entrepreneurs de Lyon. Merci à vous d'être présents et merci aux internautes que j'espère nombreux qui nous suivent en Facebook Live sur la page de l'Agence France Entrepreneur et notamment sur la page du Salon des entreprises. Et il y a aussi un hashtag SDE 2018 si vous voulez réagir. Alors, sachant qu'en plus il y a la Coupe du Monde, je suis ravi qu'il y ait autant de monde présent dans cette salle et j'espère que vous aussi, vous pourrez derrière Facebook regarder à la fois le match, mais écouter aussi avec beaucoup d'intérêt les intervenants pour cette conférence qui pose une question qui est la suivante, une question un peu spectaculaire en fait sur la forme. Faut-il une idée révolutionnaire? Faut-il avoir une idée révolutionnaire pour réussir? Mais dans le fond, il s'agit de décomplexer en fait les porteurs de projets que vous êtes sans doute dans la salle et derrière votre écran. Donc vous décomplexer et pour vous lancer sans doute dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Alors il est temps de vous présenter les intervenants qui vont nous aider à répondre à cette question. 4 dirigeants notamment qui vont témoigner de leur vision de l'entrepreneuriat et 2 experts qui viendront nous donner quelques conseils pour se lancer dans l'aventure. Alors je vais commencer par Solène Xavier. Bonjour Solène. Donc vous êtes fondatrice d'Allo Marcel, plateforme web de mise en relation entre artisans et clients. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette entreprise, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc Allo Marcel, c'est un service web qui vous permet de trouver des artisans de qualité et de confiance pour les dépannages ou les travaux de rénovation. Notre vrai point différenciant, c'est vraiment la qualité, la sélection des artisans. Donc, ce sont vraiment des professionnels. On ne parle pas de mise en relation entre particuliers, mais vraiment des professionnels qualifiés, plombiers, électriciens, peintres. On va les sélectionner sur recommandation. On va également assurer tout un suivi auprès des clients pour les accompagner dans leurs projets. Et ce qui nous distingue aussi, je dirais que c'est la dimension humaine qu'on veut donner à une plateforme web. On est très attaché justement à vendre non pas quelque chose de froid, mais vraiment on sait qu'on fait venir quelqu'un chez vous, dans votre intérieur, pour rénover chez vous. Et vous n'avez pas envie qu'il fasse n'importe quoi et qu'il soit n'importe qui. Donc ça, c'est vraiment notre élément différenciant. Et j'en profite donc non et justement là-dessus on joue beaucoup sur la proximité et donc dans notre développement on développe des boutiques physiques et donc on ouvre depuis 3 jours on a ouvert une boutique physique à Lyon du côté des Brotteaux, donc c'est l'occasion de l'annoncer. Ça tombe très bien, c'est voilà. une belle annonce. Donc vous pouvez venir nous rencontrer à la boutique. En tout cas, je ferai appel à vous puisque j'ai vraiment des problèmes en ce moment chez moi. Estelle Vince, bonjour Estelle, bienvenue, dirigeante de Fresh Clean exactement, entreprise de nettoyage. Vous pouvez nous dire quelques mots sur votre activité? Oui, c'est une entreprise de propreté, on travaille principalement en B2B avec une clientèle de particuliers. Ça englobe divers services, donc il y a une grande part, ce serait les entretiens courants. Donc ça, c'est fixe, c'est une clientèle récurrente. On assure la propreté au sein de leurs locaux, voire la fourniture de bobines d'essuyage, de papier hygiénique, des choses comme ça. Et il y a aussi des services plus ponctuels, comme par exemple des shampoings moquettes, des traitements de sol thermoplastique, des choses de ce genre. Voire même, on travaille beaucoup aussi avec des entreprises du BTP, des artisans, pour les nettoyages après travaux. Ok, très bien. Merci beaucoup, Estelle. Je propose d'accueillir maintenant Michael Schwartz. Bonjour Michael, qui est à la tête notamment de l'Accordé, communauté de travail coworking, entreprise qui existe maintenant depuis 7 ans. Vous pouvez nous en dire un peu plus pour ceux qui ne connaîtraient pas? Oui, avec plaisir. L'Accordé, c'est une idée toute simple, c'est de se dire que quand on entreprend, on est extrêmement isolé et lorsque on a envie de parler de son projet avec quelqu'un, lorsqu'on a envie de trouver le bon prestataire, on a LinkedIn ou les pages jaunes, mais c'est pas comme ça qu'on crée la confiance entre les gens. Et donc notre souhait, c'est de créer des lieux, les cordées, où chacun peut venir travailler, qu'il soit sur un projet naissant ou professionnel depuis 10 ans dans un métier. Il va pouvoir y travailler, il va pouvoir y déjeuner avec des gens, il va pouvoir y apprendre des choses lors d'ateliers de formation. Il va pouvoir interroger un avocat, un architecte, n'importe qui d'un autre métier pour l'aider. Et donc voilà, ça se veut une communauté d'entrepreneurs avec une vraie logique d'entraide entre les gens. Ça a démarré à Lyon il y a 7 ans, il y en a désormais 12 qui réunissent un peu plus de 1000 entrepreneurs. Et d'autres statuts, on a des ONG, des salariés, des réfugiés, c'est vraiment très varié, des DJ.
Voilà, et on a une équipe d'une 20aine de salariés. Et à côté, donc, je suis aussi fondateur d'un nouveau studio de yoga à Lyon qui s'appelle La Bulle Yoga, qui a ouvert l'année dernière. Et j'accompagne pas mal d'entrepreneurs par ailleurs. Très bien. Merci, Michael. Et enfin, je vous demande d'accueillir donc Julien Deromo, dirigeant de Pilotine, agence de communication digitale. Alors, qu'est-ce que cette agence digitale ? Qu'est-ce que vous faites ? Donc, bonjour, donc, effectivement je m'appelle Julien, j'ai 28 ans et Pilotine, donc déjà si j'ai une marinière et un chapeau de capitaine, c'est parce qu'en fait je suis le capitaine de Pilotine, et la Pilotine en fait c'est le nom qui est donné aux petits bateaux qui vont se mettre juste à côté des ferries. Il y a une personne qui va grimper dans la cabine de pilotage pour faire les manœuvres avec le capitaine du bateau. Et ça symbolise l'accompagnement qu'on fait justement sur le digital auprès de boîtes plus grosses que nous. Et vu que le digital, ça bouge comme l'eau et qu'une équipe de marins, c'est toujours un petit peu festif et il y a une bonne ambiance, ça symbolisait bien ce qu'on voulait créer à la base. Et du coup, donc, on est spécialisé dans l'accompagnement digital et on a racheté il n'y a pas longtemps une société qui s'appelle Lyon Entreprise, qui est un média lyonnais. Je vous donne d'ailleurs à vous inscrire à la newsletter, elle est totalement gratuite. Il y a plein d'infos économiques super sympas. Il y a un an et aujourd'hui, il y a 16 personnes dans les deux entités. Et moi, perso, je suis plutôt content de ce que ça a donné, alors qu'à la base, il n'y avait pas trop d'idées. J'étais dans mon petit canapé, dans mon 7 mètres carrés à Paris. Donc, je suis plutôt content d'où j'en suis maintenant. Merci capitaine, moi qui ai connu le capitaine Haddock, ça me fait écho en tout cas votre déguisement, bravo. Nous allons passer maintenant à la présentation des experts. Laurence Pigano, vous êtes directrice expertise et production à l'agence France Entrepreneur. L'AFE, qu'est-ce que c'est finalement l'AFE ? L'AFE, c'est en fait une association qui est une agence, donc qui est au service de tous les entrepreneurs. Alors tous les entrepreneurs, ceux qui ont tout simplement l'intention de créer une entreprise, qui recherchent une idée par exemple, mais c'est également ceux qui sont en train de monter leur projet de création d'entreprise ou de reprise, parce que l'entrepreneuriat c'est la création, mais c'est aussi la reprise d'entreprise. Également les entrepreneurs qui sont en phase de démarrage de leur activité et qui ont besoin de petits conseils, d'être orientés. Et également, bien sûr, les entrepreneurs qui sont en phase de développement. Voilà, on s'adresse à tous les entrepreneurs. Et nous, notre objectif, c'est de vous informer. Voilà, vous donner l'information parce qu'on estime que l'information, c'est vraiment essentiel. Il faut vraiment partir en ayant une très, très bonne information. Vous informer, vous aider à vous préparer et puis vous orienter vers des réseaux d'accompagnement parce qu'on a la chance en France, je crois, de vivre dans un endroit où il y a un écosystème très, très, très important, très riche. Il y a beaucoup de réseaux qui sont là pour vous aider. Alors vous ne le savez pas toujours, mais vous avez vraiment la possibilité de rencontrer des gens, des experts, des gens qui peuvent se confronter, vous challenger. Et puis, il y a également, bien sûr, quand on est dans des projets un peu plus importants, il y a des incubateurs, il y a des accélérateurs. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et nous, on est là pour vous aider, pour vous piloter un peu. C'est également ça, c'est pour vous orienter vers les interlocuteurs pertinents en fonction de votre moment de vie d'entrepreneur. Très bien. Merci Laurence, bienvenue. Et enfin, Jean-Louis Di Bissegli, directeur de 2 réseaux d'accompagnement d'entreprise, Initiative Auvergne-Rhône-Alpes et Auvergne-Rhône-Alpes Active. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces réseaux ? Oui, je vais essayer d'être simple parce que ça ne l'est pas forcément. Donc, je représente en fait 2 réseaux, Initiative France et France Active en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour vous donner rapidement, ce sont 2 réseaux qui interviennent quand la question du financement se pose. Le financement des différents stades de vie de création d'entreprise ou des différents stades de vie de l'entreprise. Le premier réseau, Initiative France, donc je suis directeur de la coordination régionale des 2 réseaux. Le réseau Initiative France, c'est un peu plus d'une trentaine d'associations qui sont implantées en Auvergne-Rhône-Alpes et qui a pour but d'intervenir à partir du moment où la question, je l'ai dit, du financement se pose, c'est-à-dire quand votre plan de financement commence à être construit. Voilà, donc on peut vous aider à le finaliser, etc. Et on va essayer de vous apporter les moyens, et notamment de faire levier sur des prêts bancaires, notamment en vous faisant ce qu'on appelle un prêt d'honneur. Un prêt d'honneur, c'est un prêt d'honneur à taux zéro à la personne pour renforcer vos fonds propres, donc pour pas que vous alliez chercher dans vos économies, au contraire, pour que vous puissiez garantir et montrer auprès de la banque que vous apportez un capital personnel. Donc nous, on vous apporte un prêt d'honneur. Obligatoirement couplé à un prêt bancaire et nous travaillons avec les banques pour justement sécuriser cette partie du financement. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on vous prête 1, les banques mettent 8. Voilà. Donc nous on fait à peu près des prêts moyens à entre 8 et 10 000 euros, mais encore une fois à taux zéro, sans garantie, gratuitement. Et à côté de ça, on intervient ensuite, vous passez devant ce qu'on appelle un comité, et si votre projet qui va être évalué par des chefs d'entreprise, des experts comptables, des
bref, Des des prestataires divers et variés qui représentent l'écosystème local. On va mettre en place un suivi, c'est-à-dire qu'on va vous permettre d'être parrainé par un chef d'entreprise, on va vous permettre d'intégrer des clubs de créateurs, puisqu'on sait que les premières années d'existence de l'entreprise sont aussi les plus fragiles. Nous, ce qu'on sait, c'est que quand vous êtes alors pas que dans mon réseau, mais quand vous êtes accompagné par des réseaux, c'est entre 90 et 90% de taux de pérennité à 3 ans. Donc c'est quand même ce qui permet de sécuriser. Le deuxième réseau que je représente est un réseau différent, mais assez complémentaire, c'est le réseau France Active. Le réseau France Active, c'est 7 associations en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est également un réseau qui intervient sur le financement et l'accompagnement à la création d'entreprises, mais qui se donne comme objectif de toucher ce qu'on appelle dans notre jargon les entrepreneurs engagés. Bref, les entrepreneurs qui se dotent d'une volonté d'avoir un impact positif sur le territoire. Pour illustrer ce que je veux dire, c'est que ça s'adresse aussi bien aux TPE, aux toutes petites entreprises, qu'aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc les associations, les SCOP, etc. Où là, on a toute une gamme de prêts, de subventions et de garanties bancaires. Et c'est là-dessus, par contre, que je vais juste terminer et dire 2 mots. C'est que cette garantie d'emprunt bancaire, elle est intéressante puisque ça veut dire qu'on se porte garant auprès de votre banque quand vous empruntez pour créer votre entreprise. On cautionne à hauteur de 70-80%, c'est-à-dire que si vous avez une difficulté de rembourser, nous intervenons. La banque le sait et donc ça veut dire qu'on renforce votre capacité d'emprunt. Alors pourquoi je représente les 2 réseaux ? C'est parce que ces 2 réseaux, vous l'avez compris, sont complémentaires. D'un côté, on peut vous donner un prêt d'honneur pour renforcer vos fonds propres. De l'autre côté, et le faire levier sur un emprunt bancaire. Et de l'autre côté, garantir l'emprunt bancaire. Voilà. Très bien, merci. Je pense que c'était important d'avoir ce détail en sachant qu'il y a beaucoup de structures d'accompagnement qui sont là effectivement pour appuyer les porteurs de projets dans leur aventure entrepreneuriale. Juste parce que c'est la fin de journée, bien sûr, j'en oublie l'essentiel. D'abord, le score du match, il est à combien ? Voilà. Ça va venir. Et non, vous dire que les 2 réseaux représentent à environ 3000 créations d'entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc on accompagne un peu plus de 3000 personnes. Très bien, merci pour cette précision, Jean-Louis. Alors, on va revenir effectivement aux dirigeants qui sont derrière cette table. Les présentations étant faites, je vous propose d'en savoir un peu plus sur la genèse en fait, de leur aventure entrepreneuriale. Solène, je crois que c'est un problème de plomberie domestique qui a réveillé quelque chose chez vous, en tout cas sur l'aventure entrepreneuriale. Voilà, tout à fait. J'ai tout simplement eu ce qui arrive, je pense, à pas mal de gens, une fuite sur le chauffe-eau. Et je n'y connais rien en plomberie. Et bien sûr, on est un samedi à Paris et c'est juste hyper compliqué de trouver un plombier. Première chose, c'est que quand on cherche au hasard, on va passer 2 heures à tenter différents coups de téléphone sur les personnes qu'on trouve sur Google, dans les flyers dans les boîtes aux lettres. Et puis, la deuxième chose, c'est que celui que j'ai trouvé qui était prêt à venir m'a annoncé 60 € au téléphone. Et puis, une fois qu'il a réparé mon joint en 10 minutes, il m'a dit que c'était 300 €. Donc voilà, donc c'est comme ça. Je me suis dit, c'est pas possible. On est quand même à une époque où on cherche à tout simplifier. On a les outils digitaux qui nous permettent d'avoir des expériences clients super. Et quand on a un truc de base, comme une fuite d'eau, qui arrive forcément un jour dans sa vie, et pas qu'une fois en général, c'est un truc hyper compliqué. Donc c'est vraiment de là qu'est partie l'idée, avec cette double question, c'est comment faire pour que quelque chose de courant devienne simple et non pas très très pénible comme ce que j'avais pu vivre. Et autre question, est-ce qu'on peut faire confiance à ces artisans où on a toujours l'impression qu'ils vont chercher à nous arnaquer ? D'accord. En tout cas, chez vous, je pense que ça doit être nickel maintenant. Avec tous les artisans que vous connaissez, c'est quand même un sacré avantage. Oui, pour être honnête, j'ai une fuite. Non, mais nous, le concept d'Allô Marcel, c'est vraiment la recommandation des artisans, des professionnels. Et pour beaucoup, je les ai testés chez moi parce que j'ai un appartement et un immeuble qui a beaucoup de problèmes, de fuites, entre autres. Belle expérience. D'accord, merci. Michael, comment vous est venue l'idée de fédérer des indépendants dans un espace de travail partagé, finalement ? En fait, tout simplement de l'expérience personnelle, hein, c'est souvent ça, que ce soit ça ou d'ailleurs le projet yoga dont on pourra reparler. Tout simplement, moi, ça m'étonnait la différence entre le monde étudiant, parce que j'avais 24 ans à la création du projet, le monde étudiant où tout le monde partage ses idées, phosphore ensemble et prospère, et le monde de l'entreprise que j'avais eu l'occasion de découvrir dans des stages en particulier, et puis un petit peu après mes études, où on fonctionne en silo, où il y a une logique de la confidentialité,
il y a des choses qui doivent rester confidentielles, mais néanmoins, ça paraissait qu'il y avait une culture de secret qui était très très large, et puis qu'il y avait une forme de tristesse, sans caricaturer, c'est pas le cas de toutes les entreprises, mais qu'en général, il y avait ces codes en termes vestimentaires, en termes de comportement, il y a un masque professionnel, et nous, ça nous paraissait étrange, en tant que jeunes sortis d'études, et on s'est dit, mais pourquoi on ne pourrait pas travailler habillé comme on a envie, en étant les mêmes personnes qu'à la maison, et avec la même envie de s'entraider que l'on a dans le domaine personnel ou en tant qu'étudiant. Créer un endroit où on se comporte de la même manière que lorsqu'on est des personnes à l'extérieur. Et c'est parti de là à créer vraiment ce cocon un peu bienveillant, un peu drôle, où les gens peuvent être eux-mêmes, et ça a amené à l'accorder. Et la bulle de yoga, pour le coup, pour la deuxième entreprise? Pour la bulle yoga, en fait, c'est l'un des conseils que j'ai sur la recherche d'idées, mais c'est le voyage. Moi, j'ai beaucoup voyagé pendant mes études et après. J'ai eu l'occasion de faire du yoga dans différents pays et j'ai pu noter à quel point c'était devenu un outil normal d'hygiène de vie, on va dire, d'équilibre physique ou d'équilibre mental. Et en France, bon, à l'exception de Paris, en France, c'est quand même encore vu, peut-être grâce à un année dans la ville, comme un truc très perché. Où il va y avoir de l'encens partout et c'est vrai, en fait, aujourd'hui en France le yoga est encore vu comme quelque chose de très très spirituel et pour moi, quand je vois les bienfaits que ça apporte à moi et aux gens autour de moi, il me paraissait intéressant de dire on peut créer un lieu moderne, fait pour des sportifs, fait pour des débutants, fait de manière moderne avec c'est un grand lieu place Bellecour, donc ça fait 300 mètres carrés, il y a 2 studios, il y a 60 cours par semaine, il y a des vestiaires, il y a des douches, il y a des cours aussi bien pour des gens qui veulent se relaxer que pour des acharnés du sport. Et voilà, c'est devenu un outil fondamental dans certains pays. La France n'est pas une exception, n'est pas très différent en tant qu'individu. Et donc, naturellement, ça va rattraper. Et de fait, on l'a ouvert en novembre et en 5 mois, c'était rentable. Donc, ouais. Ouais, effectivement, on est sur la tendance un peu de l'écologie humaine. Et évidemment, Exactement. c'est des outils aujourd'hui qui sont très porteurs. Estelle, pour votre part, comment est née cette volonté de devenir chef d'entreprise ? Alors oui, effectivement. Question un peu large, hein, mais... Eh bien oui, l'envie d'entreprendre, tout simplement. Parce que dans le monde du travail, c'est vrai que je cherchais un peu plus de champ d'action, de responsabilité, et je n'avais pas forcément la réponse, parce que j'avais que 21 ans quand l'idée a germé. Et donc, ensuite, j'ai cherché un projet qui pourrait me permettre de joindre ma vie privée et professionnelle. Donc vous organisez un peu votre temps de travail et c'est un peu ça l'idée, effectivement. Oui, voilà, exactement. D'accord. Aujourd'hui, vous avez quel âge ? Vous avez dit que vous avez commencé à avoir des idées de création d'entreprise à 21 ans. Aujourd'hui, vous avez... Là, j'ai 25 ans. 25 ans, donc ça fait 4 ans finalement que vous êtes dirigeant d'entreprise. D'accord. Et vous avez 2 salariés ? Ça fait 3 ans que je suis dirigeante, parce que pendant 1 an, du coup, j'ai travaillé sur le projet. Okay. Et puis, je conservais un emploi salarié à côté, en temps plein. D'accord. Vous étiez auto-entrepreneur, je crois, c'est ça, dans un moment ? Oui, depuis 2015. Ok. Et ensuite, ça s'est développé correctement pour pouvoir créer le URL début 2017. Donc. D'accord. Et là, pour l'instant, j'ai 2 salariés. D'accord, très bien. Merci Estelle. Julien, je crois savoir que vous n'étiez pas très bon à l'école, mais que vous aviez une certaine dextérité avec un ordinateur. Alors, pour résumer rapidement. Effectivement. Bon, au final, j'ai fait des études quand même convenables, mais... c'est pas ce que vous m'aviez dit. Vous m'avez dit que vous étiez médiocre. Ouais, Bon, j'étais un peu filou, quoi. J'ai pas mal filouté, ce qui m'a permis quand même de faire des études correctes, mais j'étais jamais le meilleur de ma classe, et plutôt dans les moyens. Et quand j'étais en BTS de commerce international à Lyon, vers Bellecour, effectivement, je m'embêtais énormément pendant les cours, et du coup, vu que le soir et le week-end, à 18 ans, j'ai eu un ordinateur, donc j'ai commencé à faire des petits blogs. Donc ça a commencé Skyblog, des trucs vraiment très basiques. Et j'ai pris mon sac, je me suis fait des cartes de visite que j'ai imprimées. Et vu que j'avais des cours de négo, je me suis dit, je vais appliquer mes cours de négociation. Et coup de bol, j'ai trouvé un client, un deuxième, un troisième, en faisant les trucs de... comment ça s'appelle, les festivals là, à Noël, les trucs de Noël, et je regardais les artisans et puis je leur proposais de faire des sites internet. Et puis j'ai commencé comme ça, donc mes sites étaient juste horribles, mais bon, tant que j'arrivais à les vendre et puis qu'après le soir et le week-end, j'essayais d'en faire des trucs jolis, et c'était plutôt pas mal. Et donc ça, c'était donc je me suis lancé en auto-entrepreneur en 2009, j'avais 19 ans et j'ai attendu la fin de mes études quand même pour lancer ce projet. Heureusement pour moi, j'ai lancé entre-temps 4 autres projets avec des associés qui avaient le même âge que moi et qui se sont toutes vautrés. Donc quand j'ai lancé Pilotine, je me suis dit, ça là, je la fais tout seul et je m'associerai après.
Et ce qui était plutôt cool, parce que le monsieur qui est au fond en marinière, c'est le monsieur avec qui je me suis associé. Donc là, j'ai pris le temps vraiment de le faire, et on a mis 6 mois justement à se rencontrer, à en discuter, avant vraiment de pousser tout ça. Mais effectivement, ça a commencé parce que je m'embêtais un petit peu à l'école. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes combien de salariés chez Pilotine? Alors aujourd'hui, il y a 12 personnes, 12 salariés chez Pilotine, et il y en a 4 chez Lyon Entreprise, le média. D'accord, très bien. Merci pour ces témoignages. On aborde une question maintenant qui vraiment s'associe à la question de notre conférence. Qu'est-ce que réussir pour vous? Alors évidemment, comme ça, pêle-mêle, on pourrait essayer de transformer un projet, c'est porter des valeurs, c'est avoir une utilité, mais je voudrais quand même qu'on vous entende sur cette question-là, à la volée. Qui veut prendre la parole pour répondre à cette question? Qu'est-ce que réussir? Michael? C'est même pas pour répondre, parce que chacun a une réponse. La seule chose, c'est de se poser la question, parce qu'effectivement, on a tous une vision, et les salons, d'une certaine manière, portent ça en nous montrant des exemples de gens qui ont très bien réussi par des codes traditionnels, soit financiers, soit de taille d'entreprise, etc. Mais on est dans une génération qui se pose vraiment les questions de c'est quoi que j'ai envie, et j'invite tout le monde à faire un petit exercice. Je le fais pour moi-même. C'est que maintenant, je me suis créé une grille toute bête sur Excel en essayant d'écrire les critères qui, pour moi, signifiaient la réussite. Il y en a 9 en 3 grandes catégories. Une catégorie qui est l'impact social, donc le nombre de personnes touchées, l'impact des projets. La deuxième grande catégorie, c'est la sérénité, donc le temps passé sur le projet chaque jour, enfin chaque semaine, la possibilité d'organiser l'entreprise de manière horizontale, le nombre de déplacements à prévoir, etc., mais des éléments de sérénité. Et un dernier élément qui est financier, qui était lié par exemple à la rémunération, la rentabilité du projet, la rémunération à court terme, les externalités positives, donc les conférences que ça peut amener, les choses comme ça. Mais d'essayer d'écrire pour chacun ces éléments, c'est assez fascinant, parce qu'après, quand je mets dedans les projets, parce que j'ai régulièrement des idées, on est toujours très enthousiaste devant une idée, et une fois que je la passe à la moulinette d'une telle grille, le projet il ressort avec 64%, ce qui est pas mal, mais en même temps, c'est pas non plus le projet parfait, parce que ok, il est rentable, ok, il a de l'impact, par contre je vais me bousiller ma sérénité, ou alors c'est génial en sérénité, c'est génial en impact, mais c'est pas rentable. Et d'essayer d'écrire ce que pour vous est le succès en mettant des critères, quels qu'ils soient. Je trouve que c'est un exercice qui fait du bien et qui permet de prendre des meilleures décisions. On est un peu sur le sujet de la cohérence homme-projet. On aura peut-être l'occasion d'en reparler avec nos experts. Et vous m'aviez même dit qu'il fallait sortir un peu du financier, quelque part, au début, à l'amorce. Il fallait se désengager un petit peu de ces enjeux financiers pour porter un projet qui nous ressemble, quelque part. Évidemment, ouais. Évidemment, là, on entre dans des valeurs personnelles, mais moi, je considère qu'un projet réussit quand une entreprise elle a un objet social, et son but, c'est de maximiser la réussite de son objet social, pas de maximiser la rentabilité. La rentabilité, elle est une condition de réussite du projet. Et donc, quand on met de côté un peu, on obtient quand même des idées beaucoup plus riches que si on essaye dès le début de se dire comment je vais gagner le plus possible. D'accord. Clairement. Estelle, ça vous fait écho, ce que dit Michael, ou vous avez une autre perception finalement de ce qu'est réussir? Non, moi j'aurais plutôt résumé idem en 3 points, et c'est même bien d'avoir réussi à développer même en 9 points les 3 points. Une vraie grille, pour le coup. Voilà. Donc oui, l'aspect bien-être aussi du gérant, dirigeant, chef d'entreprise. Parce que si on ne trouve pas la satisfaction personnelle dans l'aboutissement du projet, ça va être compliqué de tenir sur la durée. Donc ce qui va pouvoir aussi impacter le bien-être, c'est aussi la satisfaction clientèle, par exemple. Pour moi, ce qui est de mon activité, c'est le principal, j'ai envie de dire. Le service rendu, la qualité du service. La fidélisation, tout ça. D'accord. Parce que sans cela, le projet n'a pas lieu d'être. Pour vous, c'est des valeurs vraiment importantes, finalement, le service rendu. D'accord. Oui. Et du coup, forcément aussi l'aspect financier. Parce qu'il faut le savoir, quand vous êtes dirigeant, le moindre problème, c'est toujours pour vous. Il n'y a pas de pointeuse. Quand vous rentrez chez vous le soir, c'est toujours dans votre tête. Et c'est ça qui est bien quand ça fonctionne bien, et ce qui est moins bien quand ça fonctionne moins bien. Comment vous réagissez, Jean-Louis et Laurence, par rapport à ces témoignages-là? Écoutez, moi, je rejoins tout à fait les propos qui viennent d'être faits, parce que c'est vraiment ce que l'on dit, nous, à l'agence depuis longtemps, et on essaie justement de faire en sorte de faire passer des idées
et notamment l'idée qu'un projet de création d'entreprise, ça se prépare. On y reviendra sans doute après, mais ça se prépare. C'est certainement une des conditions de réussite principales. Ça se travaille, ça se prépare, il faut y passer du temps, et dans ce temps, on insiste beaucoup sur l'aspect projet personnel. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, dès le démarrage, vous devez vous donner des objectifs personnels pour vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire ? Pourquoi vous créez cette entreprise ? C'est la question qui a été posée tout à l'heure. Pourquoi vous créez cette entreprise ? Qu'est-ce que vous voulez en faire réellement ? Vous, quel est votre objectif personnel ? Voilà, quelles sont les valeurs de votre entreprise, et c'est ça qui va permettre de mesurer la réussite du projet, je pense, parce que finalement, c'est ce que vous avez dit, et je pense que si on veut le résumer, la réussite, eh bien, ça se mesure justement, c'est surtout réussir à atteindre les objectifs personnels que vous vous êtes donnés. Et ces objectifs, ils sont totalement variables, ils peuvent être totalement variables d'une personne à une autre, c'est-à-dire il n'y a pas deux porteurs de projets qui ont exactement les mêmes objectifs. On peut les classer effectivement en catégories, puis souvent ça se recoupe, c'est votre cas. Il y a des personnes, c'est clair, qui vont vouloir gagner de l'argent. Hein. Bon, voilà, hein, c'est faire du business et gagner de l'argent, ça va être l'objectif principal. Pour d'autres, ça va être accéder à un statut social. Il y a des personnes qui sont en difficulté sociale importante, et la création d'entreprise, c'est tout simplement retrouver un statut social et une fierté d'avoir vraiment créé son propre emploi. Ça, c'est vraiment un objectif. Quand on l'a fait, on peut dire qu'on a vraiment réussi. Il y a des personnes, vous en parliez tout à l'heure, Estelle, qui, je pense que c'est important aussi, hein, c'est de pouvoir, il y a certaines activités, notamment salariées, qui permettent de ne plus avoir du tout, effectivement, de la possibilité de concilier vie professionnelle, vie personnelle. Alors, ce n'est pas toujours une solution de créer une entreprise pour concilier tout ça, mais ça peut être quand même un objectif. C'est une question d'organisation, et tout ça, encore une fois, ça se prépare à l'avance. Voilà. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, comme vous disiez, et notamment chez les jeunes, de plus en plus, les porteurs de projets veulent donner un véritable sens à leur activité professionnelle. Et ça, c'est très, très fort. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de projets en ce moment dans l'environnement. Hein, on essaie de sauver la planète. Ben oui, aujourd'hui, on le voit bien. On parlait tout à l'heure des conditions climatiques. C'est de pire en pire. On a envie de faire quelque chose. Hein. On a envie d'être acteur et construire son avenir. Et l'entrepreneur, il a une vraie place là-dedans. On a envie d'aider son prochain. On voit bien qu'il y a plein de gens autour de nous qui n'ont pas d'argent, qui ont des difficultés, qui dorment dehors, voilà. Et ça, c'est insupportable pour certains. Et l'entrepreneuriat, d'ailleurs, c'est pas forcément créer une société, une SAS, une SA. Ça peut être aussi créer une association. Ça peut être se lancer, voilà, dans des projets, une entreprise d'insertion. Tout ça, ça permet vraiment de donner un sens à son activité, à sa vie. Et puis tout ça, bien sûr, ça se conjugue. J'en oublie, hein, il y en a plein d'autres, certainement. Tout ça, ça se conjugue parce qu'un projet, c'est pas uniquement donner un sens à son activité, c'est ça. Et puis c'est aussi quand même, malgré tout, faire du business. On y reviendra peut-être après. Et puis c'est aussi créer des emplois et plein d'autres choses. Donc je crois que vraiment, là, on a des bons témoins, des bons exemples. Alors justement, merci pour cet éclairage, Laurence. Justement, Solène, pour vous, qu'est-ce que réussir finalement ? Reprenez le micro, qui est un peu loin. Oui, alors c'est vrai qu'on se rejoint tous un petit peu, je pense, sur les trois aspects. Hein. Il y a le fameux critère de réussite qui est très tangible d'un point de vue social, c'est l'augmentation de votre chiffre d'affaires, comment vous avez grossi. Donc ça, c'est un petit peu c'est un des éléments. Il y a effectivement tout l'aspect personnel qui est... S'accomplir, vous m'aviez dit. C'est aussi s'accomplir, c'est choisir avec qui on travaille aussi, c'est pouvoir avoir cette liberté. Enfin, on se crée beaucoup de contraintes en entreprenant, mais en même temps, c'est aussi un choix de liberté. Je reviens à ce que vous m'avez dit, créer une équipe autour d'un socle de valeurs commun. Voilà. Ça, c'était très fort pour vous. C'est ça. Moi, je pense que le côté... fondamental, c'est effectivement de se sentir bien en phase avec soi-même dans ce qu'on crée. Et la grande chance qu'on a quand on entreprend, c'est qu'on crée quelque chose qui nous correspond et on choisit du coup les valeurs qu'on va porter. On choisit effectivement de s'entourer des personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui ont envie de participer à ce projet. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et se sentir en phase, je pense que c'est une des conditions d'épanouissement. Et là, on peut se dire qu'on a réussi quand on est bien tous les matins à se dire je sais pourquoi je suis là. Et vous, Julien, l'idéal pour vous, c'était de dire bonjour à un collaborateur. Un jour, en créant votre entreprise, c'est de se retrouver déjà en équipe et d'avoir quelqu'un à qui parler finalement. C'était ça un peu. C'est un petit peu ça, mais en gros, moi, quand j'ai monté Pilotine, un des premiers trucs, c'est effectivement de créer de l'emploi, mais mon objectif long terme, de dire, quand j'aurai réussi, c'est
Quand un jour je rentrerai dans ma boîte et que je dirai bonjour à quelqu'un qui se présente et en fait qui est un de mes salariés et que c'est même pas moi qui ai recruté, je savais pas d'où il sortait. Pour dire voilà, une grosse boîte et tout. Bon, ça a un petit peu changé depuis, mais c'est vrai que le côté réussite, moi j'essaye plutôt de le calculer sur l'aspect où je vais bien m'occuper en fait de mes salariés. C'est plutôt le côté humain moi qui m'anime. Et honnêtement, quand on fait les trucs avec passion, après le financier suit, mais bon, je ne me suis pas payé les 2 premières années, ça me posait aucun souci. Mais au final, moi mes premiers clients pour moi-même, ça va être mes salariés, parce que si je m'occupe bien de mes salariés, je sais qu'ils s'occuperont bien de mes clients, et c'est vraiment plutôt ça qui m'anime. Et du dirigeant aussi, des collaborateurs. Et bien s'occuper du dirigeant, ouais, pourquoi pas. Après, ça peut être pas mal aussi. Mais en tout cas, voilà, moi c'était plutôt le côté humain, et effectivement, ouais, si on fait les choses bien, le financier suit. Après, le côté relation, emploi du temps perso et pro, c'est pas quelque chose qui me branchait. Enfin, c'est pas là-dessus que j'appuyais au début, mais avec le temps, avec la charge mentale qui grossit et tout ça qui arrive, et vu qu'à côté, je me suis marié, j'ai des enfants, tout ça, donc au bout d'un moment, on en a quand même besoin, et au final, d'être entrepreneur, c'est vrai qu'on peut plus facilement travailler pour soi quand on est même au boulot, et inversement on va travailler un peu plus tard le soir pour compenser, mais au moins on arrive à jongler avec ça et c'est plutôt pas mal, quoi. Merci. Jean-Louis, comment vous pouvez réagir par rapport à ces témoignages ça a été très bien dit plusieurs fois, mais nous on appelle ça l'adéquation homme projet ou femme projet, c'est-à-dire l'essentiel c'est que les valeurs qu'on y met soient en adéquation avec le contenu du projet. Nous, il y a quelque chose en tout cas qui est fondamental et qu'on voit depuis ces dernières années, mais ça a été très bien dit aussi, c'est l'évolution des attentes des entrepreneurs. C'est-à-dire que, pourtant c'est un représentant de réseau de financement qui vous dit ça, et évidemment, on pourra en reparler tout à l'heure, l'étape de financement du projet est fondamentale, en tout cas, il me semble. Mais on voit bien que les attentes des entrepreneurs ont fortement évolué. Toutes ces attentes d'épanouissement personnel, impact environnemental, inscription dans un territoire, impact social, sociétal, et notamment sur les nouvelles générations, sont à tous les niveaux, y compris, c'est-à-dire que des éléments qu'on retrouvait avant dans les acteurs classiques de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. On voit que maintenant, les passerelles entre l'économie dite classique et l'économie dite d'utilité sociale, parce que tout ça, en fait, c'est de l'économie, les deux sont de l'économie, clairement, sont complètement poreux. C'est-à-dire que certains vont monter une activité clairement de business, mais vont se doter d'attentes sociétales. Et à l'inverse, maintenant, on a dans l'économie sociale et solidaire de vrais projets entrepreneuriaux avec des vrais business models. Donc, on voit que c'est des vraies attentes. Donc, ça oblige des réseaux comme les nôtres à adapter leur offre d'accompagnement et l'évaluation des business plans et l'adaptation des outils qui vont nous permettre de vous aider et de financer vos projets. Très bien. Merci pour cet éclairage, Jean-Louis. Alors, voilà, on a parlé de réussite, mais la question, c'est aussi, qu'est-ce qu'une bonne idée, finalement ? Pareil, à la volée, pour vous, qu'est-ce qu'une bonne idée de création d'entreprise, d'une certaine manière ? Julien, Solène, n'importe. La bonne idée, donc c'est vrai, c'est un petit peu effectivement un genre de mythe quand on regarde les entrepreneurs. Moi, je retiendrai 3 choses. La première, c'est qu'il y a plein de bonnes idées, mais il faut rester aussi très pragmatique et très, très réaliste face à une idée. Parce que pour en faire un projet d'entreprise, il faut que ce soit une idée qui adresse un besoin, qui ait un marché, qui a un potentiel en tout cas de marché derrière. Voilà, il faut rester quand même froid. Il y a parfois plein de très belles idées, mais voilà, si on est un petit peu réaliste, on se dit en fait c'est une telle micro-niche que ça permettra pas de lancer une entreprise. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense aussi que l'idée, elle doit être bien packagée assez rapidement. Faut arriver à en faire quelque chose qu'on est capable de présenter correctement, à vendre. Et en même temps, il faudra savoir qu'elle va évoluer et qu'elle peut évoluer. Et justement, en prise face à la réalité, aux premiers clients, être capable de la faire évoluer, mais néanmoins être aussi assez précis dès le départ, à se poser, soulever toutes les éventualités, à se dire, parce que finalement les premiers prospects que vous allez voir, ils vont vous dire ah oui, mais s'il se passe ça, qu'est-ce que vous faites ? Et voilà, et donc montrer qu'on est déjà prêt, qu'on a réfléchi à toutes les facettes de la problématique, c'est aussi montrer qu'on est sérieux. Et enfin, la troisième chose, alors ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, mais une bonne idée, c'est aussi une idée qui vous correspond, qui fait écho à ce que vous êtes au fond de vous, parce que clairement,
Quand on entreprend, on va y passer énormément de temps. Cette idée, elle va être tout le temps dans votre tête, autour de vous, vous allez en parler beaucoup. Et si vous n'êtes pas en accord avec l'idée que vous défendez, ça sera très compliqué d'aller la défendre, d'aller la vendre justement autour de vous. Donc je pense qu'il faut vraiment que ça fasse écho parce que c'est quand même une course sur le long terme. En tout cas, quand on a une ambition de lancer une entreprise, il faut vraiment y croire. Et si vous n'y croyez pas suffisamment vous-même, ça sera très compliqué de mettre toute votre énergie à aller au bout des choses. J'entends qu'il faut y croire, mais il faut aussi beaucoup de pragmatisme. Ouais. C'est ce que j'entends dans votre discours. Mickaël, vous souhaitiez réagir par rapport à Ouais, ça? en fait, je vais plutôt le définir de manière négative. En fait, ce qu'une bonne idée n'est pas. Il était temps, parce qu'on est trop positif depuis tout à l'heure. Donc... Non, c'est positif, mais en fait, parce que donc à l'Accordé, je vois passer beaucoup d'entrepreneurs et on voit beaucoup d'idées. La première chose, c'est qu'une bonne idée n'est pas une idée qu'on n'a jamais vue ailleurs. Un entrepreneur est un DJ qui prend des morceaux d'idées à plein d'endroits, qu'il se soit conscient ou inconscient. Et en général, c'est plutôt un bon signe si d'autres ont fait la même chose. Et le numérique nous a mis en tête qu'un projet, qu'une fois qu'un projet était installé, il était indéboulonnable. Et alors que c'est faux dans le numérique. Enfin, c'est partiellement faux dans le numérique, et c'est beaucoup plus faux dans le physique. Vous pouvez très bien voir quelque chose de génial à Bordeaux et le faire à Lyon. Vous pouvez très bien voir quelque chose de génial à Lyon et le faire à Lyon dans un autre quartier. Vous pouvez très bien voir un projet web qui vous paraît pertinent et l'adapter un petit peu et le faire différemment. Donc une bonne idée n'est pas forcément une idée qu'on n'a jamais vue nulle part. Et en général, c'est plutôt un signe que si ça n'a jamais été fait d'une manière ou d'une autre, il peut peut-être y avoir une raison. La deuxième chose, c'est qu'une bonne idée n'est pas une idée monumentale. Il y a cette idée que si je présente quelque chose de modeste, je ne suis pas crédible comme entrepreneur, c'est faux. On voit beaucoup trop passer des entrepreneurs qui nous annoncent des projets monumentaux qui vont lever 5 millions, qui vont faire 18 millions en année 2 de chiffre d'affaires. En général, ça n'est pas crédible et j'en ai jamais vu un qui le faisait vraiment. Un bon projet, c'est un projet qui est capable, dans la lignée de ce qui est dit dans Lean Startup, de démarrer vite, de faire ses preuves, de faire une preuve de concept. Et moi, je trouve, là tout à l'heure, j'étais un jury de pitch et je trouvais beaucoup plus impressionnant les projets qui disaient moi, là, j'ai 50 clients. J'ai 50 clients qui ont déjà signé. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus fort. J'ai 50 clients qui ont payé pour un petit service 20 € chacun que quelqu'un qui m'annonce la révolution de demain. Voilà, c'était 2 points que je voulais souligner. Donc, si je comprends bien en résumé, sans trahir votre pensée, c'est effectivement à la manière d'un DJ, savoir remixer une idée, quelque part, déjà existante. Le Lean Startup, c'est un peu prototyper le plus vite possible et avoir une ambition assez mesurée et pas se dire qu'on va faire des tours de table avec des milliards, quoi. Enfin, en tout cas, commencer modeste. Après, ça peut monter dans les tours et on peut après lever des fonds, mais une bonne idée, c'est surtout une bonne manière, un bon cadencement de projet. Et donc, n'importe quelle idée, j'ai vu pour la même idée des cadencements complètement différents et des gens capables de monter vraiment régulièrement. Et c'est relativement simple, on a l'impression que lever des fonds, c'est très compliqué, mais une fois qu'on a fait ses preuves dans ses premières étapes modestes, il est très simple, à mon avis, d'aller chercher de l'argent et de prendre de l'ampleur. Mais c'est vraiment, plus que l'idée, c'est la manière dont elle est cadencée. Très bien, merci Mickaël. Julien, Estelle, une bonne idée? Ouais, donc moi j'ai l'habitude de dire aussi que la bonne idée ou rien que l'idée, en gros, ça représente 5% du succès d'une entreprise, d'une campagne de promotion ou autre. Tout le reste est basé que sur l'exécution. Donc il y a 95% du succès qui sera basé sur l'exécution. Et du coup, comme le disait Mickaël, effectivement, déjà tout le monde a déjà eu au moins une fois cette idée, voire 2, voire 3. Et il n'y a que l'exécution qui va dire derrière que l'idée est bonne. Donc, par exemple, il y en a un jour, il a dû se réveiller en disant je vais faire des voitures électriques. Bon, très bien, mais bon, il ne l'a jamais fait. Et après, il y a un autre mec aux États-Unis qui s'est dit bon, il y en a déjà pas mal qui ont testé le truc, mais je vais faire mieux qu'eux. Parce qu'ils ont déjà fait la technologie, il y a déjà des brevets, je vais appliquer et faire mieux qu'eux. Et souvent, c'est quand on reprend. Enfin, moi, c'était un peu l'objet de la boîte au début, c'est de dire je ne vais pas inventer la poudre, mais par contre, je vais trouver des clients et je vais essayer de les contenter plus que mes concurrents. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'ils pourront me recommander et que ça pourra commencer à grossir. Effectivement, pas mal de choses est basé sur l'exécution et l'idée de départ. Par exemple, l'idée de départ à la base de Pilotine, parce qu'aujourd'hui, on fait des sites internet, WordPress, tout ça, tout internalisé. Mais à la base, c'était dire, moi, je suis tout seul et je prends plein de freelance avec moi et en fonction du projet, on monte des équipes sur mesure. Donc ça, c'était l'idée de base. Ça s'appelle toujours Pilotine, mais en gros, tous les 6 mois, je change un peu mon business model, je change d'envergure de projet, tout évolue.
Et ce qu'on dit dans la lignée du Lean Startup, c'est ce qu'on appelle aussi le test and learn. On teste, on apprend, on améliore, on reteste, on apprend, on améliore. Et même aujourd'hui, on est 16, mais tous les 6 mois, on teste, on réapprend, on améliore en permanence. Et du coup, c'est ce cycle-là d'apprentissage, d'augmentation des connaissances et au final, après, d'amélioration qui fait qu'on peut faire au final des choses innovantes. J'ai jamais rien innové au démarrage. Et là, 5 ans après, on commence à mettre un peu d'innovation, à se faire du coup, comme tu le dis, maintenant financé par la BPI, parce qu'on a un truc intéressant. Parce qu'au final, c'est mes salariés qui maintenant me permettent d'aller un peu plus loin, parce qu'on a une connaissance du marché qui nous permet de dire, maintenant on va aller là-dessus. Alors que si j'avais eu la même idée il y a 5 ans, ça aurait été un four total, et j'aurais rien fait, parce que j'avais pas les compétences techniques, que je connaissais même pas le marché, et toutes ces choses-là. Donc vraiment, moi la méthode, c'est on teste, et on peut tester des trucs avec 50 €, hein. On teste, on apprend, et après on améliore, on continue. Estelle, oui, vous pouvez réagir. Oui, tout le monde a dit des très bonnes choses. Et l'outil, si vous avez une idée, qu'elle soit innovante ou pas, je pense que l'outil qui va vous permettre de vérifier sa viabilité, notamment dans la longueur, potentiellement, ce sera l'étude de marché. Parce que, comme plusieurs l'ont dit, ça va être très important de pouvoir vérifier que vous avez une idée qui va apporter une solution à un besoin. Mais ce besoin, est-ce qu'il est concret? Est-ce qu'il est fondé? Est-ce qu'il va vous permettre de viabiliser tout ça? Et l'étude de marché, connaître aussi la concurrence, le marché tel qu'il est, les potentiels clients, cibler tout cela, ce sera très important. Hein. Alors, je vais venir un petit peu en contradiction de ce que dit Estelle sur l'étude de marché. Moi, j'entends beaucoup aujourd'hui les méthodes effectuelles. C'est-à-dire qu'on se lance comme ça dans l'entrepreneuriat et puis on verra. Comment vous pourrez réagir, vous, les experts de l'accompagnement? Oui, sur les entreprises innovantes notamment, quand il y a un marché qui n'est pas forcément existant, qu'on ne sait pas comment comparer le marché. Non, moi, je voulais juste réagir. J'ai beaucoup aimé l'idée de dire l'idée, ça représente 5%. C'est vrai qu'une bonne idée, c'est une idée qui marche. C'est quand on arrive à la faire prendre corps. Et donc, ça ne passe pas forcément par une étude de marché. La majorité du temps, oui, mais il y a plein d'entreprises qui ont réussi dans toutes leurs dimensions et qui ne sont pas passées par ces éléments-là. Parce que tout simplement, il n'y a pas d'élément de comparaison. Voilà, donc, mais encore une fois, j'ai bien aimé ce qui a été dit. Une bonne idée, je pense qu'on est capable tous de l'avoir. Monter une entreprise, non, c'est un peu plus complexe. Donc, je dirais même parfois que c'est vraiment le moyen, l'organisation et puis la mise en œuvre qui est importante sur ces éléments-là. Mais ça a été très bien dit par tout le monde. Donc, voilà. Laurence, un complément? Les étapes incontournables dans la construction d'un projet de création d'entreprise. Intervenir après tout le monde, tout a été vraiment dit. Le piège. Non, mais c'est pas le piège. Je vais vous donner un petit truc maintenant, justement. Ah, voilà. très bien. Non, moi je suis complètement en phase avec tout ça, bien sûr. De toute façon, plus votre idée va être innovante, plus vous allez devoir vraiment vous interroger sur la capacité justement des clients à l'accepter. Et ça, c'est pas évident du tout. Quand vous partez sur une idée qui a déjà été testée, c'est quand même effectivement plus facile. Mais tout est possible naturellement. Voilà. Et sur l'exécution, je retiens tout à fait ça. Et ça me rappelle, j'ai vu récemment une vidéo, une petite vidéo que vous pouvez trouver sur Internet d'ailleurs, et que j'ai trouvé vraiment super. C'est le fondateur du Slip français. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est, comment il s'appelle, Guillaume Gibaud, qui a fait une petite vidéo qui est en ce moment sur le web. Et c'est vraiment génial. Il parle de sa méthode. Il a une méthode Cobra. Et surtout, ce qu'il dit, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, une bonne idée. C'est une idée toute simple, mais qui est exécutée à la perfection. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire un bon logo déjà, une bonne marque, une bonne préparation, un bon réseau de distribution, une bonne équipe autour de soi, des bons accompagnants, parce qu'il ne faut pas être seul pour recréer une entreprise, sans doute qu'on en reparlera. Il faut vraiment éviter d'être tout seul. Vous pouvez en parler maintenant. Je peux en parler après, voilà, maintenant. Non, je voudrais rester sur l'idée. Je voudrais rester sur l'idée parce que vous avez tous dit, effectivement, une idée, on peut s'approprier l'idée de quelqu'un d'autre et puis la faire différemment ou dans un autre endroit, etc. Donc, je voulais juste vous dire que nous, à l'agence, à l'AFE, on a des personnes qui lisent la presse tous les jours, qui regardent Internet, etc., et qui repèrent des idées assez sympas. Et on vous les met à votre disposition. Il y a une rubrique qui s'appelle « Trouver une idée » sur le site de l'AFE, AFE Création. De toute façon, il est là, vous pourrez le prendre après, le petit dépliant. Et là, on a une rubrique « Nouvelles idées, nouvelles tendances, idées repérées dans la presse ». Et là, vous avez tout plein d'idées qui donnent des liens vers des vidéos, vers des sites, etc., et qui parlent d'idées nouvelles. Alors forcément, c'est source d'inspiration, parce que vous n'allez pas refaire exactement la même chose, mais c'est très très inspirant de voir des idées qui sont totalement nouvelles, qui ont été créées et qui marchent à tel endroit, ou qui marchent avec tel public, ou qui marchent dans tel pays,
parce qu'on essaie de repérer également des idées qui marchent ailleurs. Et pourquoi pas en France, après tout, hein, on peut tout à fait... L'inspiration, c'est ce qu'il y a autour de soi, mais c'est aussi ce qui se fait à l'étranger. Donc n'hésitez pas à aller consulter cette petite rubrique, voilà, et surfer sur tous les liens que l'on vous met. Ça pourra vraiment, je pense, être très inspirant. Voilà, bon, je voulais parler de l'idée. Et puis sinon, oui, alors après, vous parliez de méthode. Bah, c'est clair que la méthode, c'est très... Enfin, pour nous, ça nous paraît très important. Alors, c'est vrai qu'il y a deux moyens. Aujourd'hui, on peut très bien commencer en auto-entrepreneur. Bah, c'est le cas vous êtes deux à avoir fait ça. C'est auto-entrepreneur, on dit micro-entrepreneur maintenant, mais vous savez bien que c'est la même chose, hein, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur. On peut également se lancer dans des coopératives d'activité d'emploi. C'est des coopératives qui permettent de porter des projets, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne créez pas encore votre entreprise, mais vous pouvez déjà la tester. Il y a des couveuses également, des couveuses d'entreprise qui fonctionnent très bien et donc qui ont pour objet de héberger juridiquement des porteurs de projets et puis de les aider à tester. Voilà, à tester. C'est-à-dire, en fait, là, la démarche, elle est un peu inversée. On commence à produire un service ou un produit, et puis après, on le fait évoluer, parce que, je ne sais plus qui a dit ça aussi, mais je crois bien que c'est Solène, un produit, il n'est jamais parfait au démarrage. Hein, une idée n'est jamais parfaite au départ. Et ça, il faut l'accepter également. Il faut savoir que... Parce que sinon, si vous attendez que votre produit soit parfait, vous allez hésiter pendant des... Et ça sera trop tard, du coup. Ça va. Et puis surtout, c'est un facteur sans doute de risque, hein, je pense. Hein, parce que si on attend, on hésite, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment prêt dans sa tête. Il y a un moment, il faut se lancer, il faut tester, puis il ne faut pas hésiter à se coller au marché après, c'est-à-dire à changer son objectif, changer son produit, son service, sa manière de faire, parce qu'on se rend compte que finalement, il ne colle pas à la demande. Voilà. On est un peu au temps de l'agilité, en fait. Hein, c'est bien ça. Moi, j'aime bien aussi ces méthodes qui permettent, on démarre tranquillement et puis après, on augmente progressivement. Mais bon, c'est une démarche. Voilà, on n'est pas tous faits de la même manière. Tout le monde, voilà, il y a des personnes qui préfèrent suivre une démarche beaucoup plus méthodologique. Commencer à se poser toutes les bonnes questions en amont. Après, bien sûr, vérifier si, comme je vous disais tout à l'heure, se poser des questions sur ses objectifs personnels, sur la vie qu'on a envie d'avoir dans l'entreprise, parce que finalement, créer une entreprise, c'est pas forcément ce qu'on imagine au démarrage. Si vous êtes formateur et que vous créez une entreprise de formation, eh bien, vous risquez d'être beaucoup plus amené à gérer des équipes, à gérer des formateurs, à faire du commercial, pas forcément à faire votre métier d'origine, qui est celui de former, par exemple. Vous voyez, mais c'est valable pour tous les métiers. Donc, il faut se poser toutes ces questions-là. Il faut ensuite, bien sûr, travailler le marché. Ça, je crois que vous avez été plusieurs à le dire, c'est évident. Hein, s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'entreprise de toute façon, parce que même lorsque l'on veut créer une entreprise, par exemple dans l'ESS, etc., il ne faut pas oublier l'aspect business. Hein, il faut quand même créer une entreprise, c'est quand même faire du business malgré tout. Donc il faut des clients. Et c'est les clients qui vont permettre d'avoir du chiffre d'affaires. C'est quand même très important. Il faut ensuite avoir une étude financière minimale. Enfin voilà. On vous donne... Et puis... trouver un statut, tout ça, mais je vais pas rentrer dans les détails là. Oui. Nous, on vous explique tout sur le site internet de l'AFE. On vous donne des outils d'ailleurs, une feuille de route du créateur qui vous permet d'avancer pas à pas, mais je vais pas accaparer le temps avec ça. Je repose une question à Jean-Louis Laurence sur... alors, vous avez de l'expérience, je le dis comme ça avec des guillemets, vous avez vu passer des dirigeants d'entreprise, il y a une nouvelle génération de créateurs d'entreprise aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait foncièrement la différence entre... les anciens dirigeants qui montaient leur boîte et ceux d'aujourd'hui, et dont le panel représente bien effectivement cette nouvelle génération, qui en plus sont sur des activités plutôt traditionnelles, encore une fois. J'ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure en disant que les créateurs ont beaucoup plus tendance maintenant à intégrer... je pense qu'ils veulent être de moins en moins seuls. Alors pour compléter ce que je disais tout à l'heure, au-delà d'intégrer la dimension... L'aspect communautaire, en fait. Voilà, l'aspect communautaire, c'est vrai que cette volonté d'intégrer et de mesurer l'impact social, l'impact environnemental, les relations RH, de repenser tout ça, ça c'est vraiment important. Et puis l'inscription dans une communauté, ça c'est très clair. C'est vraiment flagrant dans ces nouvelles méthodes-là. En tout cas, moi, je ne peux qu'insister là-dessus. On parle beaucoup de la solitude de l'entrepreneur. Ne restez pas seul. Moins vous serez seul, mieux ça ira. N'ayez pas peur et restez pas seul. Voilà. Et je pense qu'il faut se confronter aux collègues, il faut se confronter aux autres entrepreneurs. Donc, toutes ces initiatives qui permettent de faire le lien. Et puis après, chacun fait son business, mais ne restez pas seul. Voilà. Oui, ne restez pas seul ni avant
ni après. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs d'entreprises qui, une fois qu'ils se sont lancés, se retrouvent vraiment seuls. Seuls pour prendre des décisions, seuls pour trouver des clients, seuls pour produire, etc. Donc ça, c'est vrai que alors des lieux comme l'Accordé, c'est vraiment des lieux qui permettent aux entrepreneurs de travailler ensemble, de se connaître, de réseauter, de travailler. Et on est beaucoup plus efficace quand on est à plusieurs, ça c'est sûr. Oui. Et je vais juste compléter là, en remettant la casquette de réseau de financement. Elle est déjà prise. Hein. Elle est déjà prise. Elle m'irait à merveille. J'imagine. C'est le bâton de parole, c'est la casquette de parole. Non, c'est aussi la question, bien sûr, du financement. On peut avoir une belle idée, elle peut être bien construite, elle peut bien poser, on peut bien partir sur un business plan ou sur des perspectives de commercialisation qui sont vraiment intéressantes. Par contre, on retrouve toujours des travers de « je minimise mes besoins de financement » ou du moins j'y vais vraiment. Non, il ne faut pas avoir peur du financement, il ne faut pas avoir peur de bien penser à sa trésorerie, parce que tout simplement, c'est là où on va se mettre en difficulté. Si au bout de 3 mois, le projet est vraiment bon, mais qu'on n'est plus capable de financer quoi que ce soit, ça ne marche pas. Donc, un bon endettement, bien sûr bien calculé et bien organisé, est vraiment important. Donc ne sous-estimez pas, nous on le voit souvent, ne sous-estimez pas vos besoins de financement, surtout qu'il y a des réseaux, pas que les nôtres, mais vous avez l'ADI, vous avez Entreprendre, et puis donc France Active, Initiative France, qui sont là pour vous apporter quand même des éléments sans trop vous mettre en difficulté sur vos fonds personnels. Je reviendrai vers vous pour un mot de conclusion. On va prendre le temps d'un échange, questions-réponses. J'espère que les internautes sont toujours présents sur la page Facebook live et que la Coupe du Monde n'est pas un frein au fait d'assister à cette conférence à haute valeur ajoutée. Alors, qui veut poser des questions? C'est le moment. Vous avez des dirigeants d'entreprise et des experts sur des problématiques qui sont très personnelles, de projets professionnels. Je ne sais pas s'il y a un micro qui se promène dans la salle. Ouais, un micro à chef qui va peut-être... Voilà, n'hésitez pas, qui veut poser une question, avoir une réflexion par rapport à ce qui a été dit. Il y a des porteurs de projets, notamment, qui sont en phase de création d'entreprise dans la salle. Je crois, oui, puisqu'on a... Ah, alors monsieur. Ah. Alors moi, c'est Johan, bonjour. Merci pour votre présentation, c'était super intéressant. Alors moi j'avais une question, mais c'était un peu moins sur le thème de l'idée en tant que telle, mais plus vous demandez, vous en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous avez eu recours à un mentor avant de vous lancer dans votre activité, quelqu'un qui était déjà dans le domaine, ou comment, si oui, comment vous l'avez trouvé en fait? Ça c'est une question que j'avais depuis un moment. Comment trouver son mentor et où le trouver, quoi? C'est vrai que c'est une question intéressante parce que souvent en plus c'est ce qui est recommandé, j'ai envie de dire, et pour autant je trouve que trouver un mentor c'est pas évident. Moi à titre personnel j'avais regardé un petit peu des réseaux d'accompagnement et j'ai jamais trouvé un truc qui me correspondait, où je sentais que j'étais que j'avais envie de passer suffisamment de temps avec cette personne, qui allait vraiment m'apporter quelque chose. Et finalement, les mentors, je les ai plutôt trouvés sur ma route. Il n'y a pas eu un mentor, mais ça a été par période. Voilà, il y a une personne qui va m'inspirer, qui va me coacher sur un point, qui va justement me pousser à me dépasser sur un sujet. Et voilà, et puis après, je vais rencontrer quelqu'un d'autre qui va aussi m'aider à progresser sur une autre thématique. Donc c'est vrai que je ne peux pas dire que j'ai vécu l'expérience d'avoir un mentor ou quelqu'un qui m'a complètement inspirée, où je me dis je vais me référer à lui quand j'ai des questions ou autre, mais c'est plutôt plein de petites touches et c'est vraiment tous les profils. Ça peut être d'autres entrepreneurs, ça peut être des personnes qui ont réussi dans mon secteur, voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des personnes, et ce qui est très intéressant et qui m'a beaucoup étonnée au démarrage, et beaucoup de personnes très bienveillantes qui vont juste trouver ça génial que vous lanciez et qui vont vous donner un petit coup de pouce en vous disant tiens, je te mets en relation avec telle personne, ou tiens, je vais tester ton service. Et nous, par exemple, chez Allo Marcel, on fait aussi des travaux, des chantiers assez importants. Et voilà, je sais que le premier chantier que j'ai vendu, c'est juste quelqu'un qui était suffisamment bienveillant pour avoir envie de me faire confiance et dire voilà, je vais te donner un cas concret, tu vas pouvoir travailler dans mon appartement, refaire mon appartement, et voilà. Et c'est un genre de mentor aussi qui a cru
qui a cru, qui a eu envie de me donner un petit coup de main à ce moment-là. Pour les autres, une expérience avec une figure qui vous a peut-être inspiré ou accompagné? Pas de figure qui m'a inspiré. Moi, j'allais dire, je rejoins un peu Solène en disant le mentor, le mentor unique. Il y a des gens qui en ont besoin, mais c'est difficile à trouver. Et c'est pas si simple de trouver quelqu'un qui réponde à tout. Je trouve plus simple d'aller chercher des gens très bons dans un domaine. C'est-à-dire, c'est assez simple de savoir là où on n'est pas bon, l'identifier vite et d'oser dire, par exemple, je peux constituer une sorte de comité stratégique avec 5-6 personnes dedans qui sont chacun très bons dans un domaine et où ils peuvent avoir notre âge. Hein. C'est pas forcément des gens qui sont plus âgés que nous, mais ça peut être des gens qui ont vraiment une compétence quelque part et où on sait qu'ils vont pouvoir nous accompagner de manière bienveillante sur un sujet. Et ensuite, je rejoins aussi Solène sur un sujet, c'est qu'on les rencontre au fil du chemin. C'est-à-dire que moi, les mentors entrepreneurs un peu globaux, je les ai trouvés à travers mes financeurs. J'ai fait une première levée de fonds assez rapidement auprès de Business Angel, des gens qui étaient dans les mêmes valeurs que nous, on a dans la même ADN et qui nous ont poussés parce que quand ils ont de l'argent en jeu, tout d'un coup, leurs conseils, ils y croient plus fort qu'un mentor, disons, bénévole. Même si, non, le mentor, non, pas bénévole, parce que le mentorat bénévole est extrêmement bien fait dans les réseaux d'accompagnement. Humaniste. Ce que je veux dire, c'est, il peut y avoir, ça peut être aussi, je ne l'attendais pas comme ça, mais j'ai trouvé aussi des gens qui n'étaient pas juste des actionnaires à chercher à me couper les jambes. C'était pas du tout ça, c'était au contraire des gens qui avaient vraiment envie de me faire grandir comme entrepreneur et qui m'ont poussé très loin et qui, lorsqu'ils donnent une idée, veulent entendre si oui ou non on est d'accord. Et finalement, faire grandir un entrepreneur, c'est pas juste lui dire voilà comment il faut faire, c'est lui apprendre à dire non. Donc moi, j'ai grandi en tant qu'entrepreneur en apprenant aussi à m'élever, à dire non, je suis pas d'accord avec ce conseil qu'on me donne, et oui, je suis d'accord avec celui-ci. Donc des fois, le mentorat, il vient d'une manière un peu atypique. Donc il y a du mentorat traditionnel, et puis il y a des mentors un peu atypiques. Une autre question, oui. Si vous pouvez faire passer le micro. Bonjour. Je voudrais revenir sur l'idée de l'effectuation, l'idée de devoir trouver assez rapidement des clients et de se confronter à la réalité du terrain. Dans ton cas, Solène, tu mets en relation des particuliers et des professionnels, et pour ça, tu as besoin d'une plateforme web. Et comment ça s'est passé entre je trouve des prestataires, des clients, et j'ai besoin d'investir énormément pour créer cette plateforme web qui va me permettre de lancer mon métier? Donc effectivement, oui, c'est exactement ça. Moi, j'ai fait le choix de créer la plateforme web très très vite en fait. Et ça, pour le coup, c'est un choix que je regrette pas du tout parce que quand il y a un volume d'activité assez important, d'avoir des choses qui sont bien structurées dès le départ, de savoir gérer des interventions, des clients avec un système d'information qui est bien fait derrière, ça fait gagner beaucoup de temps, beaucoup gagner en sérénité par rapport à l'idée de se dire on va tout gérer sur un gros fichier Excel et on va s'en sortir pour les premiers mois. Donc pour le coup, j'ai pas d'abord testé très concrètement avant effectivement d'investir. Ça représente un certain investissement et une certaine capacité aussi à conceptualiser ce qu'on veut faire. Moi, dans mon cas, c'est vrai que j'avais un peu d'expérience dans le conseil auparavant, donc je pense que je partais pas non plus de zéro. Après, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a plein d'outils qui sont super bien faits. On peut très vite mettre en place un petit site web pour juste tester une idée, et je pense que c'est pas très coûteux et il faut vraiment pas s'en priver. Et c'est juste deux manières de faire. Moi, c'est vrai que j'ai un peu pris la grosse machine dès le début, et je trouvais ça rassurant et de processer les choses correctement. Ça permet aussi de se dire, parce que le concept, c'est un peu, nous on voulait ubériser au départ les artisans. C'était vraiment, on partait sur le dépannage en disant, j'ai besoin d'un plombier. Nos artisans reçoivent une notification sur leur téléphone qui dit, tiens, il y a une demande dans telle rue. C'est le premier qui clique sur JV qui gagne l'intervention. Donc là, on était sur un truc hyper processé, le but était d'avoir une expérience client la plus simple possible. Et moi, la confrontation à la réalité, ça a été qu'en fait, les clients, avant de les attirer sur un site et de leur faire commander un plombier sur un site, en tout cas à l'époque, moi ça fait 3 ans et demi que j'ai démarré, c'était pas du tout naturel. Et ça vient petit à petit, mais en tout cas à l'époque, il y avait toujours quelqu'un qui appelait pour être sûr qu'il y avait bien le plombier qui allait venir et qui nous demandait où on était, etc. Donc c'est comme ça, moi, que je me suis dit, mais en fait, les clients ont vraiment besoin d'être rassurés. On est sur un secteur qui est beaucoup plus complexe que juste prendre un taxi pour aller d'un point A à un point B. Là, vous faites venir quelqu'un chez vous
Et voilà. Et donc la confrontation, ça a été, il faut qu'on rassure nos clients à tout point de vue, il faut qu'on leur parle. C'est pour ça qu'on n'a pas que le site, on a aussi un service par téléphone. Et puis après, l'étape d'après, ça a été de se dire, il faut qu'on les rencontre. Donc on a créé une boutique physique où les clients, on leur dit, il y a une adresse là, soyez rassurés. Quand vous faites des travaux à 30 000 €, vous êtes rassurés quand même de vous dire que vous ne laissez pas votre truc en ligne et on ne sait pas si quelqu'un va venir. Donc le fait de dire juste, de donner une adresse, et du coup de rencontrer les clients en physique, de savoir qui ils sont, c'est quelque chose qui a complètement changé la donne et que je n'avais pas du tout anticipé pour le coup, et qui est vraiment venu de la confrontation avec les premiers clients. Merci Solène. Une dernière question peut-être, ou avant-dernière, suivant la rapidité de la réponse. So I will ask my question in English, if it's possible. If you allow me, my French is still not good enough. In this globalized economy, where digital applications are driving some of the economies, I would like to find out to what extent are you inspired by the French culture, by French values or French ways of doing things, or is it also that you take inspiration from other countries, other cultures and so on among the world? It would be very interesting for me to hear where you're looking for the inspiration. Is there something like the French way of doing business, or is it becoming a global business which is non-cultural or non-specific for a certain culture? If the question is clear for you. Alors, j'avais pas prévu d'être à la conférence de la FIFA, Coupe du Monde de la FIFA 2018. Je vous cache pas que j'ai très mal compris la question. Si certains d'entre vous peut déjà reformuler la question en français, s'il te plaît. Merci beaucoup. Est-ce qu'au final, on s'inspire énormément de la culture française ou est-ce qu'on veut partir aussi à l'international, mais à quel point la France, au final, nous a aidé ou non peut-être dans notre réflexion sur notre boîte. Donc déjà, moi, je trouve que la France est un terreau, je trouve, vraiment pas mal quand même pour commencer à entreprendre. Enfin, honnêtement, quand j'ai eu mon chômage pendant 1 an, après j'ai été aidé par plusieurs organismes. Par exemple, j'étais accompagné par la Chambre de commerce, après on a trouvé des financements avec la BPI, on a fait pas mal de trucs. Donc moi, je pense que c'est un bon terreau. Et je suis assez bien placé pour dire que au niveau de la culture française, avec ma marinière, mon truc un peu breton, même si je suis lyonnais, je m'en inspire beaucoup. Et même au début, une de mes idées, c'est de dire le digital made in France. Bon, au final, après, il faut quand même pas être trop chauvin. Donc déjà, les marinières et tout, c'était déjà pas mal. Mais le côté français m'a beaucoup aidé. Et moi, pour le coup, par exemple, j'ai pas du tout envie de partir à l'international pour le moment. Je pense qu'il y a un marché déjà énorme en France. Et avant de l'assouvir... Même en bateau. Pardon ? Même en bateau. Même en bateau. Alors un des projets, ce serait d'avoir une péniche comme bureau, ça pourrait être pas mal. Mais en tout cas, le terreau français est pas mal et moi le marché français me va bien, donc pour l'instant, cocorico. Dernière prise de parole, rapidement. Rapidement, pour répondre, parce que moi ça m'inspire. J'ai entrepris un petit peu au Brésil avant, je vais entreprendre au Canada après. Donc j'ai vu différents types de cultures et je trouve que justement, on a une époque qui se mondialise énormément et quand je partage avec des gens de mon âge, de n'importe quel pays, on a aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, c'est très bien dit par Jean-Louis, on a aujourd'hui des envies d'impact, des envies d'écologie. Elles sont partagées dans tous les pays, donc je trouve que moi, je discute beaucoup par exemple avec Montréal, avec des projets montréalais, et les mêmes projets sortent en même temps, de la même manière dans tous les pays, et c'est assez formidable. Et je trouve que c'est ça qui aussi libère l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'essaye pas de réfléchir à la française, on voit quelque chose qui nous plaît, on le fait, et on le fait d'une manière très similaire. C'est étonnant de voir, moi j'ai été voir des confrères à moi dans plein de pays, c'était une très bonne manière aussi de faire évoluer un projet, d'aller s'inspirer comment les autres font, mais ce que j'ai vu à Madrid ou à Berlin ou à Montréal ou à Tel Aviv n'était pas local, c'était juste que c'était des bonnes idées faites par des entrepreneurs autrement. Et je trouve qu'on a cette mondialisation, cette perte finalement d'aspect très culturel dans des projets, et c'est une chance en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. D'accord, merci Mickaël. Allez, on passe à la conclusion, un petit mot rapide, une formule, quelque chose pour encourager éventuellement les porteurs de projets qui sont dans cette salle, ceux qui ont quelque chose à lancer pour les aider. Solène. Oui, en tout cas, si vous avez une idée, une envie, il ne faut pas hésiter, j'ai envie de dire. Il faut
parce que de toute façon, l'expérience sera riche, quitte à ensuite se dire c'était pas la bonne idée ou je m'y suis mal pris. Mais en tout cas, vivre l'expérience de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de super. Donc allez-y. Un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure, testez, apprenez. De toute façon, vous n'avez pas grand-chose à perdre et au pire, vous aurez appris quelque chose et vous en servirez pour la suite. Mais en tout cas, il faut vraiment se lancer. Si vous êtes étudiant, ça ne vous coûtera pas grand-chose de vous lancer. Si vous êtes salarié, lancez-le à côté, ça ne vous coûtera pas non plus grand-chose. Et quand ça marchera, vous pourrez commencer à vous y mettre à temps plein. Mais voilà, test and learn. Oui, voilà, pour ma part, personnellement, et je crois que c'est ton cas aussi, Julien, je ne sais pas, le régime micro-entreprise, par exemple, ça peut aider si vous avez un doute pour vérifier la viabilité de la chose, même vis-à-vis de la cohérence homme-projet, femme-projet, comme aussi vous disiez Jean-Louis. Voilà, pour ma part, ça a été un tremplin. Très bien. Un petit mot ? Ouais. Je conclue côté entrepreneur. Juste l'humilité de démarrer petit et d'oser démarrer un projet qui n'est pas parfait. Il n'est jamais bon pour démarrer un projet. Donc, l'humilité de démarrer et la persévérance, c'est les deux qualités que je vois chez les entrepreneurs qui réussissent autour de moi. L'humilité d'oser y aller par étapes et la persévérance de pas parce qu'on ça marche pas à un moment donné que ça va pas marcher. Donc de persévérer au-delà des conseils et au-delà du rationnel. En général, ça marche. Très rapide. Oui, très rapide. Ouais. Moi, je crois qu'on a bien vu qu'il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises idées. L'idée, elle est portée par quelqu'un qui a la passion, qui a l'envie de la mener au bout, qui veut aller loin avec. Voilà. Et puis moi, quand je vous écoute, je me rends compte que vous avez tous la passion, enfin du moins, vous aimez votre métier, en fait, vous aimez votre produit, etc. Je crois qu'il faut aussi, il ne faut pas oublier qu'il faut aimer le produit, le service que l'on va vendre, parce que au cours de votre vie d'entrepreneur, vous devrez en parler tout le temps, votre métier. On va vous demander, vous allez devoir convaincre votre famille, convaincre vos amis, convaincre vos partenaires, convaincre des financeurs, bien sûr, etc. Et donc, il faut que vous soyez à même d'en parler. Donc, il faut que vous ayez envie il faut que vous aimiez, je pense, vraiment votre produit et que vous ayez envie d'en parler en permanence. C'est un peu le cas. On sent bien qu'il y a une véritable passion derrière chaque entrepreneur représenté là. Et donc, on sent bien qu'il n'est pas utile de faire la révolution, encore une fois, pour créer son entreprise. Voilà, je vous propose de les applaudir très chaleureusement. Merci à eux, merci à vous pour votre intervention. C'était OK, il me semblait aussi. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. À la prochaine édition. Merci aux internautes qui nous ont suivis, malgré la Coupe du Monde qui a commencé à 17h aujourd'hui. Je ne connais pas le résultat, j'en suis désolé. Et à très bientôt. Au revoir. C'est foutique, salut. Il y a des fascicules, voilà, des carnets.